Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Air Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro L'Actu. Soyez les bienvenus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous souhaite un bon appétit. Sahar Torkoum, Sahar Toronon. J'espère que ce ramadan se passe plutôt bien pour ceux qui jeûnent et puis ceux qui ne jeûnent pas. Ils vivent pour certains d'entre eux aussi une ambiance, un environnement un peu partout en France, un peu partout dans le monde avec cette dynamique, voilà, ces saveurs de parfum, aussi bien au niveau des mets, mais aussi bien au niveau des relations, des comportements. On sent tout de même cette effervescence en cette période de Ramadan. Ce soir, au programme, nous allons revenir, on vous a promis un deuxième numéro autour de ce mot très complexe, le halal, donc qui veut dire licite. On va en parler longuement avec notre invité. Il était avec nous en début de semaine, Moustapha Benasser, économiste, spécialiste du halal, industrie consultant, que j'aurai le plaisir donc de recevoir à nouveau. On va essayer de faire un état des lieux, de revenir sur la réalité de ce mot aussi complexe qui suscite autant de polémiques, même à l'intérieur, aussi bien à l'intérieur des fidèles musulmans, des consommateurs, mais aussi bien parfois dans la politique et aussi parfois dans l'économie. On verra aussi, est-ce que cette reconnaissance économique, puisque vous le savez aujourd'hui, le halal est un peu partout dans la grande distribution qui génère entre 4 à 6 milliards, et c'est la question aussi que je vais poser à mon invité, qui génère entre 4 à 6 milliards d'euros par an, notamment en France, pour ne parler que de la France. Est-ce que cette reconnaissance de business économique, est-ce que c'est aussi la même réalité dans la reconnaissance de la communauté musulmane et dans sa pratique de tous les jours, quand on sait qu'on est en pleine période électorale et qu'on sait que l'islam, les musulmans ont été encore stigmatisés? C'est un sujet qui revient énormément, en tout cas pour certains candidats ou certains politiciens. On parlera de la grande distribution aussi. On reviendra sur ces grandes marques, Wasila, Islam Mondial ou encore Regalal, entre autres, les OVCH. Ce sont ces organismes de contrôle de la viande halal précisément. Et puis on viendra sur la responsabilité des producteurs, la responsabilité des OCVH, mais aussi la responsabilité des consommateurs. Comment faire attention, comment trouver le bon, le meilleur ou le vrai halal, excusez-moi, mais c'est aussi une question qui se pose. Par la suite, le coup de cœur ce soir, j'aurai le plaisir de recevoir le président de Dignité Internationale, secourir, soigner et développer. Grâce à vos dons, nous préservons la vie et la dignité des personnes les plus démunies pour leur redonner l'espoir. Le meilleur des êtres humains est celui qui est au service de l'humanité. Voilà le hadith que reprend notamment sur son site internet Dignité Internationale. On en parlera en deuxième partie dans le coup de cœur. Et puis pour terminer, les 3 minutes avec Inda Djeridi, l'âme du Ramadan, disponible toujours chez Amazon pour vivre ce mois de Ramadan. C'est 30 chroniques conseils, mais aussi tout au long de l'année. Alors, avant d'accueillir Moustapha Benasser, je vous propose, on est en plein Ramadan, il y a longtemps qu'on ne vous a pas diffusé ce spot anti-gaspi. On parle de halal, donc de consommation, et parfois on gaspille, on a tendance à consommer énormément de viande. Et bien là, d'un point de vue général, vous allez voir aussi ces quelques chiffres qui font froid dans le dos. C'est un spot que nous avons réalisé il y a quelques temps, mais qui est malheureusement toujours d'actualité. 1 milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. 1/3 des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France chaque année. Au Maroc, près de 50% des aliments finissent à la poubelle. En Tunisie, 850 000 baguettes sont gaspillées chaque jour. En Algérie, le pain jeté représente une perte de 40 millions de dollars chaque année. Au Bahreïn, 40% des plats finissent à la poubelle. En France, les dépenses alimentaires d'une famille musulmane augmentent de 30% pendant le mois de Ramadan. On ne mange pas 3 fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Pour moi, le Ramadan est un mois béni. C'est Shahr al-Taqwa, c'est le mois de la piété. Il est un mois de spiritualité et de partage. L'abstinence, le contrôle de soi. Tomber dans la surconsommation, c'est vraiment contradictoire avec ce travail d'entraînement sur soi-même. Donc chacun d'entre nous devrait réfléchir
à réduire sa consommation. Se maîtriser appelle au bon geste et à l'épanouissement de soi et de sa famille. Et se concentrer sur sa démarche spirituelle et sur sa relation à Dieu. Allah Azza wa Jalla dit Kulu washrabu, Wala tusrifu, mangez et buvez. sans gaspiller. Un ramadan sans gaspillage, une consommation juste, une consommation surtout qui sera bénéfique pour notre spiritualité et pour notre corps. Ensemble, 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 pour le ramadan, sans gaspillage. Un ramadan sans gaspillage. Voilà, vous l'avez vu, hein, ces chiffres, notamment autour du pain. Essayez vraiment de consommer sans gaspiller, ou alors si vous achetez énormément, partagez, pensez à vos voisins ou préparez à l'avance, congelez par exemple. Enfin, vous êtes mieux placé que moi pour savoir tout ça. Mustapha Benasser, bonsoir une nouvelle fois. Merci d'être présent. Vous êtes économiste, spécialiste du halal, industrie, vous êtes consultant, chercheur. Merci d'être avec nous ce soir. Salam alaikum. Merci pour me donner cette opportunité de pouvoir m'exprimer et partager quelques informations que j'ai pu glaner pendant mon parcours. Barakallahu fikum. Merci, bonjour à tous les auditeurs, les auditrices. Je vous souhaite Ramadan Mubarak Karim. Enfin, ce qui est intéressant dans le reportage que vous venez de passer, je trouve ça vraiment percutant parce que l'idée, elle est simple. C'est comment expliquer aux gens, et surtout aux mamans, à nos sœurs, à nos femmes, de faire attention et de revoir les habitudes de consommation. Comment on consomme? On consomme mal, on consomme très très mal. C'est normal, on vit une époque qui est basée sur le packaging, tout est dans le paraître, tout est dans la façon de présenter les choses. Même il y a une valeur qui a été créée, qui s'est devenue parmi les fondamentaux des libertés, de liberté d'expression, liberté de croire ou ne pas croire. Il y a cette notion d'esthétisme qui est rentrée en jeu. Et puis, de là, tellement qu'on a mis dans la tête du consommateur l'esthétique, on lui a mis dans la tête aussi le consumérisme. Le consumérisme, sa définition, c'est la consommation à outrance. C'est consommer plus qu'on en a besoin. Et donc, si je parle de notre communauté qui est victime de ce consumérisme, mais ce n'est pas une fatalité, parce qu'elle a le choix. Elle est victime parce qu'elle le veut. On ne prend pas une posture victimaire. L'être humain, l'homme, il a son libre arbitre, il n'est pas téléguidé, il a des choix à faire. Et concernant la consommation, on peut constater que le musulman, il est considéré le français d'obédience musulmane et de confession musulmane, et il est très intéressant. Les périodes de Ramadan, vous pouvez constater et regarder et observer des kilomètres et des kilomètres de linéaires de halal, parce que il y a des gens, il y a des stratèges, il y a des lobbies, il y a des grands industriels, ils ont compris très vite que le pouvoir d'achat du musulman, quand bien même il est moyen, voire bas sur certaines couches, mais par contre, il y a une couche qui est nouvelle, qui s'appelle la bourgeoisie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. C'est des Français de confession musulmane qui ont des postes très intéressants et qui ont un pouvoir d'achat assez élevé, plus de 4 000, 5 000 euros et plus par mois. Donc, c'est devenu une cible marketing, c'est devenu un positionnement, c'est devenu une segmentation. Et on pousse les gens à consommer. On les pousse en essayant de faire appel à un marketing, le marketing émotionnel, le marketing quand on voit des linéaires et des linéaires, des kilomètres de linéaires, parce qu'on a cantonné ce Français de confession musulmane à un rôle de simple consommateur, mais consommateur idiot. Je suis désolé d'utiliser des termes forts comme ça. Le consommateur doit être concerné par ce qu'il consomme. Il doit consommer intelligent. Donc voilà. Et Alors, cette émission, j'espère qu'on pourra développer quelques points intéressants pour attirer l'attention et vraiment essayer c'est ce que nous allons.
C'est ce que nous allons faire maintenant, mais merci d'abord d'avoir réagi à ce spot. C'est fait que c'est important aussi de revenir sur la définition du consumérisme, hein. Et puis on pourrait d'ailleurs consacrer toute une émission pour savoir comment en sommes-nous arrivés là à pouvoir, mais surtout à vouloir parfois consommer. Et peut-être vous apporter aussi quelques conseils, notamment évitons d'aller faire ses courses lorsqu'on a faim, par exemple, Ramadan ou pas Ramadan. Ça évite d'acheter tout et n'importe quoi. Mustapha Benasser, on va entrer dans le vif du sujet. Le halal, donc responsabilité, consommation, business. C'est le titre de ce deuxième numéro. Peut-être un état des lieux avec vous. Première question, un état des lieux et puis une réalité précise, plus ou moins, selon vos expériences et vos recherches. Et puis, c'est un mot aussi qui, vous me le disiez tout à l'heure, hein, assez complexe, hein, le halal. Oui, oui. Alors, vous avez raison. L'objectif, c'est de faire un état des lieux et montrer aux consommateurs la réalité d'un monde complexe, ambigu, puisqu'il y a des dizaines d'intervenants qui passent entre la filière du halal, de l'élevage jusqu'à l'assiette du consommateur. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'en est-il réellement ? L'importance des enjeux, la complexité des réalités, la responsabilité des acteurs, soient les principaux éléments qu'il faut étudier pour éclaircir cette opacité sur le halal. Et il faut aussi se demander si les exigences du consommateur restent toujours au centre d'un marché en pleine évolution. Malheureusement, on constate que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le consommateur qui dicte les règles en matière de halal, plutôt les industriels qui rythment un marché quasiment à leur merci, c'est-à-dire la rentabilité, le gain, le rendement, la croissance, c'est ça ce qui anime les industriels. Entre les deux, il y a les OCBH, les organismes de certification halal. Je voudrais commencer par ce point. Avant d'incriminer ou avant de responsabiliser les industriels, l'industriel, il fait son travail. Il est là pour gagner de l'argent, il est là pour produire. En toute âme et conscience, pour lui, il est utile à la société parce qu'il produit. Ok, il produit, mais il peut aussi s'intéresser à ce qu'il vend, hein. Et d'ailleurs, c'est ce que font aujourd'hui énormément de grandes distributions. S'intéressent aussi à la production, aux chemins les plus courts, à essayer aussi de proposer une meilleure qualité, notamment sur des produits. Ce n'est pas le premier souci de l'industriel. Le premier souci de l'industriel, c'est la rentabilité. Le premier souci de l'industriel, c'est la rentabilité, que ce soit dans le monde du halal ou pas. Le halal, hein, on a vu il y a quelques années sur les allégés, les produits light, que c'était une grosse gabegie, que c'était des moyens de sensibiliser le consommateur et de le pousser à consommer plus. Voilà, hein. Même on peut parler aussi des DLC, date limite de consommation, ou les DLUO, date limite optimale à l'utilisation. DLUO, c'est ça. Et donc, j'ai juste une question qui me vient à l'esprit. Excusez-moi, parfois je vais avoir comme ça des petites questions. Je sais que vous avez en plus préparé un certain nombre d'éléments. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, dans la grande distribution, est-ce qu'il y a cette grande distribution a le même… Alors excusez-moi, il y a un peu de bruit autour de moi et chaque fois c'est un peu particulier. Est-ce que la grande distribution a le même regard, parce qu'elle en a un, qu'on le veuille ou non, elle a un regard sur des produits de consommation, on va dire, non halal? Est-ce qu'elle associe ce regard-là avec les OVCH, avec la production aussi de l'animal, de la provenance? On peut imaginer par exemple une tranche de jambon de porc qui arrive dans la grande distribution. On peut aussi imaginer que cette grande distribution va essayer de comprendre d'où vient l'animal, comment il a été élevé, etc. Est-ce qu'on a la même façon de faire, dans le halal? Heureusement, en France, il y a des organismes qui sont très sérieux et qui prennent leur travail au sérieux. Il y a les services vétérinaires, la DDSV, il y a des organismes de contrôle, de certification. Heureusement, hein. C'est un pays où tout est contrôlé. Mais il y a des gens, il y a des industriels un petit peu mal intentionnés qui
qui innovent dans la gabegie, qui innovent dans la tricherie. On a vu. Et puis, c'est les conséquences de la non-normalisation des règles. Alors, en Europe, le traité de Maastricht, il a été clair, c'est libre circulation des biens, des capitaux et des personnes en Europe. Ça veut dire qu'on a le droit de fabriquer où on veut, on ne paye plus de TVA, mais on a ce qu'on appelle la TVA intracommunautaire, et donc on a le droit de faire des productions dans un pays de l'Est, ramener de la matière première d'Angleterre ou du Portugal, et faire la transformation en France. Ça reste un produit européen. Et la traçabilité, elle est là. Sauf qu'il y a des vices de forme où des fois, il y a des gens qui arrivent à jouer sur les codifications ou sur les contrôles, et ils arrivent toujours à tricher, comme la vache à cheval ou le cheval. C'était Findus qui a fait des plats. C'était censé être du bœuf et c'était de la viande de cheval. Ils ont joué sur les codifications. Ils ont joué sur ça, sur la matière première. Par contre, quand on se fait attraper, l'État, les institutions, ils font leur travail. Ils le font bien, que ce soit pour le halal ou non halal. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, on est dans un pays de droit. Il faut connaître ses droits. Et c'est pour ça que j'invite le consommateur, encore une fois, à poser les bonnes questions. Ça sera peut-être le dernier volet qu'on va essayer de développer. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que les OCVH fassent un peu ce travail, déblayent dans leur cahier de charge. Je commence à parler des OCVH, des organismes de contrôle. Juste rappeler aux téléspectateurs qui sont et qu'est-ce que l'OCVH? Ce sont ces organismes donc, de contrôle de la viande halal. Je vous laisse en parler. Oui. Je pense que vous êtes les OCVH, c'est des organismes qui sont là, qui travaillent. Généralement, c'est des associations à but non lucratif qui font ce travail-là. Et leur mission, c'est de contrôler le halal, la production, l'élevage, l'abattage, la transformation et le conditionnement. Et même la livraison. Même la livraison, l'OCVH doit faire son travail. Je pourrais donner des exemples. On ne peut pas livrer de la viande halal dans des camions où il y a du non halal. Par exemple, une production porcine où il va y avoir contamination. Et on a vu ça chez des grandes enseignes, des gens qui se prétendaient plus royalistes que le roi et qui prétendaient être missionnés, avoir une mission divine. Ben, ils ont été défaillants, sans citer les noms, hein, ils se reconnaîtront eux-mêmes. L'erreur est humaine. Un organisme de contrôle est là au service du musulman, du consommateur musulman. Il a le droit de gagner de l'argent, il a le droit de payer ses collaborateurs, il a le droit de payer ses auditeurs, et ça a un coût. L'OCVH, sa mission, c'est de faire respecter le cahier de charge de son client. Le client, c'est qui? C'est l'opérateur, c'est-à-dire le donneur d'ordre. Par exemple, on pourrait en citer quelques-uns? Oui. AVS oui, il y a AVS, les pionniers qui font du bon travail. Encore une fois, moi, je suis là, je fais un constat. Je ne suis pas là pour donner des bons points. Avec ma toute petite science et même mon expérience, j'essaye de partager avec les autres. AVS, c'est les pionniers, ils font du bon travail. Le système AVS, je ne le cautionne pas. Le système AVS a créé des positions de monopole, ce qui est interdit en religion. Le système AVS, pour moi, il est critiquable et j'espère qu'ils vont s'améliorer. Attendez, vous dites qu'il faut, mais tout de même, pour vous, il y a une amélioration. À quel niveau, par exemple? Par exemple, au début, tout ce qui n'était pas AVS était haram. C'est eux qui prétendaient dire, si vous ne mangez pas AVS, c'est haram. Ce discours, il a changé, mais il y a encore des traces, des vidéos, des écrits où les représentants d'AVS étaient clairs. Donc, on ne peut pas se positionner en tant que représentant de la bonne foi ou représentant du bon Dieu sur terre. Il faut un peu d'humilité.
Peut-être qu'ils l'ont fait, c'était une période, une époque où il fallait le faire. Moi, j'ai jamais partagé ce point de vue. Aujourd'hui, il y a d'autres associations qui ont vu le jour, comme Ashahada, qui fait du bon travail aussi. Je les connais personnellement. C'est des gens très impliqués. Malheureusement, il manque encore un peu d'expérience. Et Halal Verif, qui fait du bon travail aussi. Moustapha Benasser, je vous laisse poursuivre, mais c'est bien de poser le cadre. Voilà, vous venez de nous citer donc quelques OCVH. Bon, Shahada, on a dit Halal Verif, je crois. La mosquée de ABL. Lyon, la mosquée de Paris, la mosquée de Courcouronne. Voilà. Alors comment parce que c'est un peu la même question et le même titillement que je vais vous apporter lorsque nous sommes vus dans l'émission en début de semaine, comment est-ce qu'il pourrait y avoir entre guillemets, excusez-moi, je vais un peu direct, c'est pas le mot, mais j'extrapole un peu malhonnêteté lorsqu'on est au VCH. Où pourraient se positionner les problèmes? Un OVCH qui ne serait pas à la hauteur au CVH, pardon, au CVH, ces organismes de contrôle de viande halal. D'ailleurs, les acronymes, les sigles, j'aime pas trop ça. Où se situeraient les problèmes par exemple, quand vous analysez un OCVH qui n'est pas spécialement à la hauteur, pour le consommateur, c'est quoi? C'est dans la façon de faire, c'est de dire on valide, mais ce n'est pas spécialement du halal? Non, pas jusqu'au bout. Les défaillances des OCVH se font sur 3 points. Le premier point, sur le cahier de charge, c'est-à-dire ne pas respecter le besoin de son client. Parce qu'un OCVH travaille pour son client. Il va être mandaté pour un client, pour une production ou une usine, ou un industriel. Quand on ne respecte pas le cahier de charge du consommateur, il y a mal-donne, il y a gabegie, il y a tromperie, parce qu'on n'a pas respecté. Par exemple, le client, il ne veut pas que l'animal soit étourdi, l'électronarcose, il ne veut pas que le bœuf soit assommé, et l'OCVH ne remplit pas cette mission. Là, il est défaillant. Deuxième point… Attendez, gardez votre deuxième point. Mais si mes connaissances sont bonnes, je crois que l'électronarcose est interdite dans la religion musulmane. Lorsque donc le halal, je rappelle que la bête doit être abattue sous le rite musulman, d'ailleurs parfois aussi en citant la shahada, l'électronarcose est interdite. Si je ne me trompe pas, alors vous allez me dire. Et puis alors, est-ce que si c'est le cas, est-ce que du coup c'est du halal? Interdit, c'est un bien grand mot. Il y a divergence selon les écoles. Mais en réalité, c'est dommage parce qu'on patauge, ça fait des années qu'on est toujours sur le même point de départ, l'électronarcose. En réalité, ce n'est pas l'électronarcose le fond du problème. En réalité, c'est l'outil de production. L'outil de production est obsolète. Si on ne revoit pas notre outil de production, c'est un non-sujet. Et on continue toujours nos divergences. La preuve en est, c'est que les OCVH n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente et sortir un standard commun. On ne parle pas de nos divergences, parlons des choses qu'on a en commun. Et sortons un standard commun pour qu'on puisse travailler avec. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'on remet toujours sur la table cette histoire d'électronarcose. C'est l'intégrité de l'animal en réalité. Le fond du problème, ce n'est pas l'électronarcose, l'assommage ou l'étourdissement de l'animal. C'est est-ce que l'animal, après étourdissement, est-il vivant? Est-ce que sa vie est en danger? Voilà les vraies questions. Donc, il faut changer l'outil de production. Point barre. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, les fidèles musulmans peuvent consommer halal alors qu'on sait très bien que l'électronarcose est énormément, quasiment d'ailleurs employé pour tous les abattages des ovins, des bovins, des volailles, des gibiers en général? Est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire en France oui, le halal sans électronarcose, c'est possible? Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est possible, mais est-ce que ça existe réellement? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des endroits… Alors, je sais que pendant l'Aïd el-Kbir, donc la grande fête de l'Aïd, il y a des abattoirs qui sont mis en place où là, le consommateur assiste même à l'abattage de sa bête
mais est-ce qu'on peut dire qu'en France, il est possible aujourd'hui de consommer de la viande halal où la bête est égorgée qu'elle est saignée sans être passée par de l'électronarcose? Ok, aujourd'hui, l'électronarcose ou l'étourdissement s'applique plus pour les petits animaux. En réalité, moi, je suis témoin, hein, j'audite pas mal d'abattoirs, je fais des productions, je suis consulté. Donc, les abattoirs respectent l'assommage. L'assommage, il se fait soit pour le bovin et le ovin, il se fait avec un pistolet à air comprimé où on fracasse la boîte crânienne de l'animal. Ça, on ne cautionne pas. La plupart des OCVH font leur travail à ce niveau-là. La problématique, elle se pose sur les volailles, parce que c'est des animaux de petite taille. Et donc, quand on essaie de les étourdir, certains font de l'arrêt cardiaque. Il faut le prouver, ben on l'a prouvé. Mais on ne rentre pas dans halal haram parce qu'on n'est pas des mouftis. On n'est pas des mouftis. Et puis, il y a divergence sur plein d'écoles. J'ai fait pas mal de conférences dans le monde entier. Et c'est selon l'école hanafite ou hanbalite ou shafi'ite ou malikite. Chacun, il donne son avis, quand bien même il ne maîtrise pas le sujet. Et je pense qu'on va finir par trouver une solution. Donc, j'espère, là, je réponds à… Une solution, mais à la fois, on a l'impression que le consommateur, et je sais que c'est aussi un de vos points, et je sais que vous allez en parler, à la fois, vous évoquez la responsabilité du consommateur, mais tout de même, avec les années, en rencontrant aussi des consommateurs et en le voyant aussi au quotidien, on a l'impression que les consommateurs, lorsqu'ils achètent halal, ils achètent parce que c'est écrit halal. Sans se poser toutes ces questions, électronarcose, pas électronarcose, cahier des charges, pas cahier des charges. Il suffit qu'un boucher ou même un découpeur de viande ait inscrit halal sur sa devanture et le consommateur s'y rend. Et je n'ai jamais entendu dans n'importe quelle boucherie ou grande distribution des consommateurs poser réellement la question, cahier des charges, d'où ça vient, comment, etc. Est-ce que c'est réellement un problème, ça? J'ai fait une étude il y a quelques années sur les motivations d'achat. Alors, les motivations d'achat du consommateur musulman. En premier, ce qui passait, c'était le prix. Les gens n'achetaient pas un produit, ils achetaient un prix. En deuxième position, ils achètent un produit, et en troisième position, quand je dis un produit, c'est-à-dire une qualité, et en troisième position, une traçabilité. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. En première position, c'est un prix. Là, après le prix, il y a la traçabilité. Ensuite vient le produit. Donc, malheureusement, c'est pour ça qu'au début de l'émission, on parlait des habitudes de consommation. Surtout les prescripteurs. Les prescripteurs, c'est les mamans. C'est les papas, c'est eux qui font les courses pour leurs enfants. Et il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants. C'est un travail. Il faut continuer à faire de l'information, de la pédagogie. Moi, j'apprécie beaucoup vos émissions parce que c'est une plateforme, ça me permet de partager ma petite expérience que je vois sur le terrain tous les jours, que ce soit dans le milieu industriel ou dans le milieu commercial, que ce soit du gros ou du demi-gros. Je vois tout ça, à Rungis aussi. Donc, les intervenants, les bouchers aussi, ont un rôle important. Le consommateur, il ne faut pas qu'il se contente de dire est-ce qu'il y a écrit halal, donc c'est halal, et comme on disait dans le temps, al-raqabta, c'est sur sa nuque ou sur sa responsabilité ou sur… non, ça ne le fait pas. Aujourd'hui, on vit dans un monde de communication, on a le droit, rien qu'il suffit de prendre le produit, regarder le IC number, on peut savoir le numéro communautaire, on peut connaître l'usine. Comment on peut aider? Comment peut-on aider? Alors, je vous pose comme ça 2 questions et je vous laisse continuer. Comment peut-on aider le consommateur? Que doit-il faire? Et puis, j'ai une question qui se pose. Est-ce que réellement, il y a autant d'arnaques que ça, de défaillances dans le halal? C'est récurrent chez vous, ça revient tout le temps, l'arnaque, c'est récurrent. Comment?
c'est récurrent. L'arnaque, elle revient tout le temps. Moi, j'appellerais ça d'une autre façon, Gabji. Ah bah je reprends vos mots de l'émission en début de semaine, justement, hein. Enfin, d'arnaque. Enfin, l'arnaque, c'est le fait de vouloir tromper. Alors peut-être qu'il y en a effectivement. Peut-être on peut tromper sans le vouloir en suivant un système, mais à partir du moment où il y a des problèmes dans les produits, comme vous venez de l'évoquer, si je me rends chez mon boucher parce que je consomme halal, si à un moment donné le produit n'est pas halal, indirectement, il y a arnaque, hein. Mais en tout cas, bon, moi je vous pose la question. Il y a Gabji, il y a tromperie sur la marchandise et c'est répréhensible par le droit. C'est du pénal. Tromperie sur la marchandise. Non, mais c'est pas. Oui, effectivement, ça peut être du pénal, mais pour en avertir les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que selon, encore une fois, et vous le dites, à votre humble niveau, vos recherches, est-ce qu'il y a autant de problèmes dans le halal? Est-ce qu'il y a autant de faux halal? J'essaye vraiment de vous piquer, de vous donner des mots, que puis les questions que les consommateurs se posent. Est-ce que c'est du vrai halal, pas du vrai halal? On va donner des exemples. On va citer des sociétés et puis on va essayer d'analyser rapidement pour que le consommateur sache qu'est-ce qui se passe. On peut prendre par exemple, Isla Délice. Isla Délice qui a 48% de part de marché, plus 0,9% entre 2020 et 2021. Isla Délice, c'est une société qui a été fondée par Daniel Herzog, un frère en l'humanité qui n'est pas musulman, qui est d'obédience judaïque. J'ai aucun problème avec ça. Il a été plus intelligent que plein d'autres. Il a fait du bon boulot. Il a créé une marque, commercialement parlant. Éthiquement parlant, je ne pense pas que c'est du bon boulot parce qu'il a pris des matières premières pauvres pour en faire un produit. Et les mamans et les papas, ils ne savent pas. Le saucisson, quand le produit final est moins cher que la matière première, il faut se poser des questions. Avec du sable, je ne peux pas sortir un produit final, c'est-à-dire ça ne coûte rien du tout, le sable. Mais le conditionnement et le packaging et tout ça, ça a un coût. En réalité, quand on voit les prix qui sont pratiqués, un saucisson à 1 euro, 1,20 € ou 1,50 € avec 69% de VSM. VSM veut dire viande préparée mécaniquement. Ça, c'est une question qui revient chaque année un peu partout, notamment sur RTV, puisqu'on en parle chaque année. C'est vrai que lorsqu'on voit, et moi je le vois même autour de chez moi, autant il y a des très bonnes boucheries halal dans Paris. D'ailleurs, on va en inviter, j'en recevrai aussi en visio. Mais il y a aussi des bouchers qui, parfois, vont vendre 10 kilos de cuisses de poulet à 14,95 €. Que mange-t-on? Mais pourquoi? Ok, c'est autre chose. Le poulet, au moins, c'est une cuisse. Même c'est du fake poulet, de poulet aux hormones. Mais psychologiquement parlant, on est en train de manger une matière première. C'est pas un produit transformé. À ce prix-là, je ne sais pas si vraiment c'est une… Bon, écoutez, je vous laisse… Oui, bien sûr, on va ramener du poulet de batterie. Enfin, ça peut exister, hein, si le boucher est généreux et il vend à perte, pourquoi pas aussi. C'est les moins chers, c'est les moins chers. Sur le marché, ils sont très compétitifs parce que le musulman, il a ce souci, il veut acheter moins cher et il passe la qualité en dernier. Je vous donne les noms des sociétés. Pas tous, Moustapha Benasser, pas tous. Hein. Pardon? Pas tous les musulmans, pas tous les musulmans. Il y a des musulmans qui… D'abord, les musulmans sont des citoyens et comme tout le monde, hein, ce sont des hommes et des femmes. Monsieur Chaban, très simple. La société Nolens, Vanoben, Artislash, Flandrex, c'est des sociétés, c'est des abattoirs qui se trouvent en Belgique, en Hollande, et ils vendent du poulet standard, calibré, beau, blanc, qui donne envie, mais qui n'a aucun goût. Et nos bouchers, malheureusement, ils préfèrent acheter cela parce que c'est ce qu'ils vendent le mieux. Là, je réponds à votre question. Là, c'est ce qu'ils vendent le mieux. Il y a l'offre et la demande. L'offre est en fonction de la demande. Donc, si le musulman veut un produit qui a un aspect, c'est pour ça, au début de l'émission, j'ai parlé de l'esthétique, du packaging. On vit une période de packaging. Tout est dans le packaging, dans le paraître. On nous vend une photo, on nous donne envie avec, vous prenez une grosse pomme
vous avez l'impression qu'elle est juteuse, qu'elle est bonne, mais elle n'a aucun goût. Vous prenez une pomme du bled, elle est toute petite, piquée et tout, mais elle a un goût terrible. Oui, sauf que là, je rappelle encore une fois qu'on parle de viande halal. Donc, qui dit halal, et là, on parle d'éthique, de valeurs, de croyances et de foi. Autant, malheureusement, ça peut se passer dans les produits de consommation hors religion, on va dire. Je vais aller un peu vite. Mais autant là, derrière ça, il y a une éthique et des valeurs et de la croyance. Qu'est-ce qui pousse parfois ces producteurs, ces distributeurs, comme vous en parlez, à entrer dans ce jeu où parfois il y a défaillance dans le produit, pour ne pas parler effectivement d'arnaque. On a les jumeaux Porte des Lilas, il y a Aya Bio notamment à Choisy-le-Roi, où il y a vraiment un produit de qualité. Ils y arrivent, ils travaillent et ils arrivent à vendre les jumeaux. Mais ça reste dans l'artisanal. C'est des exemples extraordinaires, mais qui ne peuvent pas fournir. Il reste, c'est une quantité infinitésimale. On ne peut pas… C'est bien ce qu'ils font, l'idée elle est très intéressante, mais ça reste toujours des petites quantités. Moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est vous donner des chiffres pour répondre à votre question. Qu'est-ce qui motive les industriels à faire ça ou à sortir un petit peu du cadre ou à être borderline sur l'éthique? Parce que quand on est borderline, est-ce qu'on est sorti, on a franchi la ligne jaune? On est sur la ligne. Donc, ça reste sujet à interprétation. Et c'est ça, ils jouent à ça, les industriels. S'ils sortent de la ligne jaune, ils seront tapés sur les doigts par les services des fraudes, les services de la concurrence et des fraudes ou les services vétérinaires. Mais non, ils restent sur la ligne. Donc, c'est sujet à interprétation. Qu'est-ce que je vous dis? Les chiffres rapportés début avril par le magazine spécialisé LSA, les chiffres d'affaires des produits halal en supermarché, en hypermarché, en 2021 sont en augmentation de 2,9% par rapport à 2020 et 2,2% en volume pour atteindre 309,87 millions d'euros après une année record de 2020. Ça, c'est des chiffres. On parle de la charcuterie. Que la charcuterie, ça fait des chiffres de malade. Et c'est ce qu'ils font en un mois. Des fois, quand on prend tout le halal en volume sur le mois de Ramadan, l'année dernière, ça a dépassé les 400 millions. L'autre année, c'est une économie. Le halal, ce n'est plus un marché de niche, c'est un marché confirmé. Donc, c'est ce qui permet aux abattoirs de vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence déloyale en Europe. Quand on ramène sur l'année en général, est-ce que ça rapporte autant que ça à la grande distribution, puisqu'on sait qu'effectivement, pendant le Ramadan, on a toute une série de rayons achalandés avec des fruits secs, des légumineuses, de la semoule, des produits, etc. autour des produits de consommation subsaharienne, maghrébine, etc. Tout ce qui touche au Ramadan. Mais on sait qu'à l'année, tout de même, ça reste des petits rayons, hein, quand on prend, que ce soit Carrefour, Auchan, Intermarché, etc. Je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que ça rapporte? Ce n'est pas le vrai constat. Ce n'est pas le vrai constat. Non, mais je n'ai pas donné d'avis. Je vous pose une question. Je sais que sur la grande distribution dans laquelle je me rends, je vois des rayons tout de même assez restreints. Pendant le Ramadan, on a des catalogues aujourd'hui d'ailleurs qui sont même assumés en parlant de Ramadan. Mais est-ce qu'à l'année, ça rapporte énormément? Ça a un impact financier important. Alors, une petite remarque concernant les catalogues exotiques qui font tourner la tête et qui avec les senteurs, les épices et tout, le bled, le couscous et le thé à la menthe, c'est des marketeurs qui ont compris et qui jouent sur ça, sur la fibre, l'origine de nos parents, l'origine de ces Français d'origine qu'on a toujours stigmatisé, qu'on a toujours mis un qualifiant issu d'eux ou français d'origine ou discrimination positive. On nous a toujours bassinés avec ça. Et quand il s'agit de consommation, il s'agit de sous, on utilise ce moyen marketing, ce qu'on appelle le marketing psychologique, pour faire remémorer les odeurs, les senteurs, les rayons au mois de Ramadan, parce qu'ils savent que quand le musulman il a faim, il consomme plus que d'habitude. Et les chiffres explosent. Mais les rayons halal, ils sont permanents. Ils n'ont pas la même taille, ce n'est pas les mêmes kilomètres linéaires.
Mais dans chaque supermarché, dans chaque GMS, les rayons halal, ils appellent ça l'ethnic food ou le rayon halal ou le rayon kasher, le rayon halal, il est là en permanence et qui représente une part de chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires global de l'activité. Importante, c'était ça ma question. On est d'accord, il y a des rayons enfin, qui pour moi sont infimes, assez restreints par rapport au Ramadan. Permanent, Mais ça, permanent. on l'a compris, mais est-ce qu'en termes de chiffre d'affaires sur cette grande distribution, à l'année, c'est important ce C'est non négligeable, oui, c'est conséquent, c'est non négligeable. Sinon, il l'aurait enlevé, quoi. Oui. Le référencement de plein de produits halal, c'est devenu, ça y est, les produits sont là, inamovibles. Laissez-moi vous donner quelques chiffres, s'il vous plaît, concernant la consommation de la charcuterie. Et je voudrais attirer l'attention des consommateurs sur ce produit-là. La charcuterie, il faut faire très, très attention à ce que vous mangez. Il y a beaucoup d'additifs, il y a beaucoup de colorants, il y a beaucoup d'émulsifiants, d'exhausteurs de goût, du nitrite, du sel, et ce n'est pas bon pour la santé. Antum ma ta'kulun, you are what you eat. Vous êtes ce que vous mangez. Si vous mangez sain, votre corps il est sain. Si vous mangez des produits élaborés, le produit élaboré, le corps ne le reconnaît pas. Et donc, les gens tombent malades. L'exemple Isla Delice, je vous ai dit, il a 48% de part de marché, une progression de 0,9% entre 2020 et 2021. Sachant que Isla Delice, il a vendu son affaire à un groupe, un fonds d'investissement anglais, Pervine, qui ont une autre vision du halal et qui veulent, ils ont décidé de mettre une fin aux additifs, les additifs chimiques qu'on trouve dans ce produit-là. Je pense que c'est une bonne chose, mais à voir. Hein, je suis sceptique, c'est ce qu'on dit au début. Il faut voir, il faut voir. Fleury Michon, 13,2%, une progression de 11,1%. Fleury Michon, on connaît ces scandales, on connaît son halal avec de l'ADN de porc. Pourquoi? Parce qu'il a certaines usines où il fait une production, une biproduction porcine et bovine, et sur le même site, il fait du halal. Donc là, c'est la responsabilité de l'OCVH. L'OCVH, on en a parlé au début, il ne doit pas accepter ça. L'OCVH, il a une grosse pression par l'industriel. Pourquoi? Parce qu'il perd en rentabilité, il perd en rendement, et il y a toute une organisation derrière. Il faut nettoyer l'outil de production la veille. Il faut que le halal passe en premier, avant le haram, avant le non-halal. C'est mieux de dire ça. Avant le non-halal. Et certains OCVH cèdent aux pressions parce qu'il y a une perte d'argent et l'industriel, il n'est pas content. Donc, ils deviennent conciliants. Ils deviennent conciliants au détriment du cahier de charge, au détriment des engagements qu'ils ont eus avec le consommateur, avec le donneur d'ordre que lui-même a eu avec le consommateur. Et donc, malheureusement, des fois, ils ne contrôlent même pas. Ils donnent le tampon à l'industriel où ils recrutent des agents qui travaillent chez l'industriel. Du coup, il y a conflit d'intérêts. On ne peut pas être jugé parti, ou des fois, c'est eux qui font le business, c'est eux qui font le commerce. Bref, sans vouloir m'étaler sur ce point-là qui est très, très important, des fois, il y a des certifications de complaisance. Ils sont payés. C'est la stricte vérité. Il y a eu des scandales énormes sur ça. Malheureusement, le consommateur ne s'intéresse pas. Il préfère les émissions, il préfère reality, les téléréalités, où il préfère passer du temps sur Facebook ou sur je ne sais pas quoi, ou sur Netflix, au lieu d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il donne à manger à ses enfants pour améliorer ses habitudes de consommation. Je continue. Oriental, oui, vous continuez. Je vous laisse continuer. Il nous reste encore quelques minutes, mais sans faire peur aux consommateurs. Je ne suis pas là pour faire peur aux consommateurs, je suis là pour tirer une sonnette d'alarme. On est d'accord, Moustapha Benasser. Aider le consommateur, comment réfléchir. C'est juste un lancement de questions. Sans faire peur aux consommateurs, à qui faut-il faire confiance? Islam Mondial, Islam Mondial, il a fait 6,6%. Islam Mondial, il a fait 6,6%. Il stagne.
j'attire l'attention du consommateur sur les marques de distributeurs. Comment comment Carrefour, par exemple, ou Casino, qui crée sa marque de contrôle, Wasila. Bon, je peux comprendre, mais il y a conflit d'intérêts. On ne peut pas être juge et partie. Je ne peux pas être vendeur et je ne peux pas… Moi, je vends et je contrôle ce que je vends. Ça ne le fait pas. Ok, je réitère ma question que je n'avais pas terminée. Oui. Sans faire peur aux consommateurs, à qui réellement il faut faire confiance selon vous? Régalal, Le Rémichon, Isla Mondial, Isla Délice, notamment en termes de charcuterie. Après, chez son boucher, c'est autre chose. Mais c'est vrai que sur ces produits qu'on trouve empaquetés sous cellophane, à qui faut-il faire confiance aujourd'hui? Qu'est-ce que réellement vous… je ne vais sais pas si vous consommez halal. J'essaie juste de terminer ma question, mais à chaque fois, on a un peu de mal tous les deux. Je vous en prie, allez-y. Oui. Alors, je vais vous choquer. En réalité, il faut faire confiance à son cœur, à personne d'autre. Il faut faire confiance à la qualité. La qualité prime. Si la qualité est là, c'est bon pour le corps. C'est bon pour l'esprit. C'est bon pour le rapprochement du fidèle, son rapprochement, sa relation au bon Dieu. Mais s'il mange des produits avariés, des produits qui ont été avariés, qui ont été transformés, qui ont été, on va dire, guéris avec du gingembre et des produits et des épices pour enlever les odeurs, il y a plein de charcutiers qui utilisent des matières premières avariées ou faibles ou de mauvaise qualité. J'en connais personnellement. Je ne veux pas citer des noms. Il n'y a pas un charcutier qui est en bonne santé. Comment vous expliquez ça? Parce qu'il y a une justice divine. Quand on a vendu de la maladie toute sa vie, eh ben, l'univers est expert comptable. Il y a un retour. Il y a tout de même des bonnes charcuteries de tradition française et il y a des bons charcutiers. Je ne donne pas ça à mes enfants. Je vous conseille de ne pas manger la charcuterie. Pourquoi? En général, hein? En général, la charcuterie, c'est quoi? Ça a été inventé. Un exemple, les merguez. Les merguez, c'est quoi? Les merguez, chez le boucher, c'est les déchets, les restes de viande qu'on va prendre. Ça a été inventé par les Juifs, mais sauf que les Juifs, ils sont dans la qualité. Je suis témoin, je sais comment ils travaillent. Pas tous, certains sont… Il y a le bon et le mauvais partout. Mais comment vous expliquez que tous nos bouchers utilisent… Vous ne m'entendez pas peut-être. Ouais. Pardon? Vous ne m'entendez pas, si. Je vais me faire l'avocat du diable. Il y a tout de même des charcutiers halal qui vendent des produits de qualité avec des viandes avec des épices de qualité, avec des aromates de qualité. Qui fait du bon travail. Pardon? Citez-moi un charcutier qui fait du bon travail. Ah ben, je vous dis, Aya Bio est reconnu pour faire du bon travail. Les jumeaux sont reconnus, j'en cite deux. Il y en a d'autres qui m'échappent, mais qui sont reconnus vraiment pour faire du bon travail, qui n'utilisent pas spécialement des restes. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, c'est de l'artisanal. Mais quand on passe de l'artisanal à l'industriel… Autant pour moi, oui, d'accord. Ça y est, on n'est pas sur… par exemple, le pain que fait votre maman et le pain que vous ramenez à la boulangerie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et l'industrie, c'est qu'on utilise une production en masse. Donc, on prend une matière première assez conséquente qu'on va transformer. On transforme cette matière première et par des impératifs de coût, on est obligé d'acheter de la matière première à bas coût pour faire de la rentabilité. Et des fois, des gens de mauvaise intention achètent la matière première, une mauvaise matière première. La charcuterie, ce n'est pas ça qu'il faut donner aux enfants. Je pense que nos mamans, nos femmes, nos sœurs deviennent feignantes. Prendre une tranche de jambon et mettre dans du pain et donner à l'enfant, c'est pas bon. C'est du sel, c'est du nitrite, c'est pas bon pour l'organisme. En tout cas, pour ceux qui en font, les eaux broyées ne se dissouent pas dans le corps. Ils se calcifient dans le côlon, ils se calcifient dans la prostate et ça fait des maladies, des pathologies graves. Donc, charcuterie, non, faut pas manger de charcuterie, c'est pas bon. Et vous le savez que c'est pas bon. Monsieur, oui, non mais c'est pas est-ce que vous donnez de la charcuterie à vos enfants?
Répondez-moi sincèrement. Pardon? Est-ce que vous donnez de la charcuterie à vos enfants? Sincèrement. Le saucisson à 1,20 € ou à 2 €, est-ce que vous donnez? Alors, bon, je n'ai pas envie de raconter ma vie, spécialement aux téléspectateurs, mais moi, personnellement, je regarde effectivement ce que je consomme. Mustapha Benasser, je vous entends, mais parlons bien des personnes, des industriels qui font, on l'a compris, de la mauvaise qualité. Il y en a qui en font de la bonne qualité, certes, pas beaucoup. Avant de se quitter, on va se retrouver certainement parce que je sais que vous avez énormément de choses à nous dire et c'est intéressant. Et j'aurai aussi le plaisir de réinviter. Et j'aurai le plaisir de réinviter aussi peut-être d'autres experts qui nous apporteront leurs éléments, leurs analyses et aussi des bouchers qui travaillent dans le halal pour aussi avoir un autre son de cloche, une autre analyse. Mais avant de se quitter, le consommateur maintenant, c'est celui qui fait ses courses, qui arrive le soir, qui prend son assiette et ses couverts et qui consomme. Aujourd'hui, sans l'accabler, je sais que pour vous, en tout cas, vous le dites, vous le criez haut et fort à chaque fois, il a une responsabilité. Qu'est-ce qu'il doit faire demain? Est-ce qu'il doit faire une enquête à chaque fois qu'il achète une charcuterie ou un beefsteak? Est-ce qu'il doit poser des questions à qui, comment? Voilà, vos conseils. Alors, vous avez raison, le consommateur, il est au centre du jeu. Il est au centre. C'est lui. Un consommateur avisé va influencer le distributeur, que lui-même va influencer le producteur ou le fabricant, que lui-même va influencer l'éleveur ou l'abattoir. Donc, vous avez vu, il y a un effet domino. Le consommateur, grâce à Dieu, il y a une prolifération de supermarchés, de supérettes musulmanes où on ne vend pas d'alcool, où ils vendent des produits de qualité. C'est vrai, il y a des enseignes qui sont en train de se développer, comme H-Market, comme Salam Market, comme Paris-Istanbul, communautaire, que ce soit chez nos frères les Turcs, chez les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. On est en train on se prend en main. Alors, pourquoi? Parce que quand on va dans ce genre d'enseigne, on est plus rassuré. Le propriétaire, il est musulman. Le propriétaire est engagé. Il s'engage à faire des choses. Le fait de ne pas vendre de l'alcool, c'est une preuve quand même. L'alcool, c'est un grand business. C'est une économie parallèle. Mais si ce propriétaire de supermarché a décidé de ne pas faire ça, c'est une preuve de sa bonne foi et de son éthique. Donc, il faut les encourager, il faut aller acheter dans ces endroits. Peut-être que vous allez me dire que je suis communautariste. Oui, so what? Je suis communautariste. Quand il s'agit de nous organiser, je suis communautariste. Toute l'année, on est considéré comme des consommateurs, des numéros. Les élections, on vient de piocher sur l'électorat musulman. Et en réalité, notre identité en tant que Français de confession musulmane, on est considéré comme Français de seconde zone. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Le consommateur doit poser des questions, que ce soit à son frère boucher, qu'il soit juif, japonais, musulman, il doit poser des questions. S'il va acheter de la viande halal, il doit poser des questions et il doit contrôler. Il y a plein d'applications qui donnent des informations sur les produits. Et il y a des applications qui sont en train de se faire sur la traçabilité. Et il suffit de poser la question sur le bœuf. Je l'ai dit dans l'émission précédente, la classification de la qualité du bœuf, c'est Europe, E-U-R-O-P. Quand il achète de la viande, monsieur, c'est quoi montrez-moi l'étiquette, s'il vous plaît. C'est du E, du U. Si c'est du P, c'est de la mauvaise qualité. Et si c'est de la mauvaise qualité, le halal, il passe au second plan. La chose la plus importante, c'est la qualité. Manger qualitatif. Si vous mangez de la qualité, vous vous portez bien, vos enfants se portent bien. Après, le halal, bien sûr, il est très important, il est primordial. Et une personne qui fait de la qualité, forcément, elle va faire du halal. Pourquoi? Parce qu'elle tire vers le haut. On ne tire pas vers le bas. On tire vers le haut. Donc, le consommateur doit revoir ses habitudes de consommation. Et encore une fois, il doit bannir certains produits. Par exemple, pourquoi quand on mange, on met une bouteille de coca? Non, il faut boire de l'eau.
Pourquoi des assiettes de diabète avec zlebia, qalblouz et compagnie, c'est pas bon, le pancréas Avec explose. modération, alors je parle pas du soda, hein, Coca, Fanta, Orangina ou Sprite, il faut en citer plusieurs, mais bon, on est en plein Ramadan, une petite part de qalblouz, ça fait pas de mal non plus. En tout cas, Une part, je merci. suis d'accord. Oui, bien évidemment. Merci pour vos conseils, en tout cas, même jusqu'à la diététique, hein, comment consommer. On se retrouvera certainement pour un troisième numéro. Ça passe vite, hein. On a déjà fait un bel entretien et vous nous apporterez encore d'autres éléments. Moustapha Benasser, consultant, conférencier, spécialiste du halal. À très vite, Moustapha Benasser. Merci. Merci, Sahab Tourkoum. Merci à tous les auditeurs, les auditrices. Et Inch'Allah, Ramadan Mubarak Karim. Et faites attention, mangez, mais mangez pas beaucoup, s'il vous plaît. Salam alaikum. Merci infiniment. Nous allons donc passer maintenant au coup de cœur de la soirée. De retour donc, enfin, vous êtes avec nous après ce jingle. Place au coup de cœur maintenant. Après une quinzaine d'années au CIF, il a quitté le CIF. Pour lui, c'est une continuité. Il est toujours vraiment dans le développement, dans l'accompagnement. On va parler longuement avec notre invité dont j'ai le plaisir vraiment de recevoir, Wahid Abbasi. Bonsoir, vous êtes le président de Dignité Internationale. Bonsoir Shaban, merci pour votre accueil et pour cette occasion. Ben, c'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir, hein, vraiment, avec autant d'émotion de recevoir les personnalités, les personnes comme vous, qui en plus, surtout que vous, ça fait maintenant, vous êtes tout jeune, mais ça fait des années que vous êtes lancé dans l'humanitaire. D'abord, je le disais, le CIF, vous avez vraiment contribué à la construction, hein, de cette association, de cette ONG. Et puis, vous avez créé Dignité Internationale, deux mots qui parlent d'eux-mêmes. Ce que vous dites notamment, on peut retrouver, je le disais tout à l'heure en introduction, sur vos réseaux sociaux et votre site internet. On va le rappeler, hein, ce soir, vraiment aller sur le site internet et aider. Vous pouvez aider, on va l'évoquer avec vous sous différentes formes. Voilà ce que vous dites. Vous reprenez ce hadith: le meilleur des êtres humains est celui qui est au service de l'humanité. Wahid Abbasi, peut-être un mot personnel. Vous êtes dans l'humanitaire depuis plusieurs années maintenant. Si je ne me trompe pas, vous avez un DEA sur du droit international, entre autres. Enfin, vous avez un sacré bagage universitaire, mais rapidement, c'est l'humanitaire qui vous a donné un sens, le sens de votre vie. Exactement. En tout cas, merci pour cette occasion, Shaban. En fait, la définition de l'humanitaire, la définition simple de l'humanitaire, c'est faire du bien. Donc, on a appris ces valeurs de nos parents, de nos familles. Et depuis que j'avais 16 ans, donc, j'ai participé à des actions sociales. On est dans les jeunes, les familles nécessiteuses de nos quartiers, etc. J'étais moi-même engagé dans les scouts. Donc, les scouts, c'est une école riche en valeurs d'entraide, de solidarité et d'être toujours disponible pour l'intérêt général. Effectivement, j'ai fait le tour des quelques associations humanitaires françaises. Et depuis fin 2013, début 2014, j'ai décidé de fonder cette association, cette ONG humanitaire, sociale humanitaire, qui est Dignité Internationale, afin de participer à l'élaboration et au développement de l'action humanitaire en France. Donc, Dignité Internationale est animée par des principes et des valeurs et une vocation. Mais avant ça, une vision, c'est de préserver la vie et la dignité humaine en France et dans le monde. Bien sûr, nous partageons les principes de droit humanitaire international, qui est l'humanité, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance de toute parti ou tendance idéologique ou politique. Nous sommes indépendants dans notre manière d'agir, dans notre manière de choisir aussi les bénéficiaires et les pays d'intervention. C'est un principe important.
Bien sûr, il y a les valeurs, donc les valeurs humanitaires universelles, comme vous l'avez bien dit à travers le hadith, le respect de la dignité, de la diversité, la solidarité et la paix dans le monde. Voilà, c'est des valeurs qui nous animent quotidiennement depuis la création de Dignité Internationale. Alors, je voudrais qu'on évoque avec vous, à l'international en France, mais aussi vous avez notamment, si je ne me trompe pas, un bureau au Tchad, entre autres. J'aimerais qu'on sillonne. Alors, peut-être d'abord un mot sur les objectifs, même si on l'a compris, c'est d'offrir le sourire, de subvenir aux besoins des personnes qui sont aujourd'hui en difficulté un peu partout dans le monde et énormément, si je ne me trompe pas, en Palestine, en Afrique subsaharienne, entre autres. D'abord, peut-être un mot sur les objectifs. Vous êtes mieux placé que moi pour les présenter. Exactement. Donc, on a, je me souviens, la veille de la création, de la déclaration de Dignité Internationale, on était 3-4 personnes autour d'une table et on a dit, voilà, c'est quoi le nom de ce projet, de cette association. Et donc, il y avait un débat, donc il y avait des discussions, des choix, des propositions. Mais on était tous, il y avait un consensus autour d'un mot qui est la dignité humaine. Et je pense que c'est un besoin important la meilleure des choses, ce qu'on peut offrir à des nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin, c'est de rendre leur dignité. Et nous avons octroyé la dignité aux êtres humains. Et c'est un mot qui est universel, c'est un besoin pour toute personne qui souhaite vivre dans les meilleures conditions. C'est la chose la plus chère qu'on peut offrir, qu'on peut donner, qu'on peut aussi à un être humain. Et le lendemain de la création, donc nous sommes partis au Tchad suite à la crise qui a touché la Centrafrique à l'époque, en 2013. Donc on est parti à N'Djamena et nous avons rencontré des milliers de personnes, des milliers de femmes et d'enfants et d'hommes réfugiés centrafricains au Tchad. Le Tchad, c'est un pays parmi les pays les plus pauvres du monde, mais c'est une terre d'accueil des réfugiés, des Soudanais, 300 000 réfugiés. Les Centrafricains, il y avait 110 000 réfugiés aussi. Et donc, nous avons décidé d'y aller, de partir sur le terrain et rencontrer ces bénéficiaires. Nous avons visité donc, le camp des réfugiés de N'Djamena, qui regroupe environ 50 000 réfugiés. Nous sommes partis aussi dans le sud de Tchad, sur les frontières avec la Centrafrique, dans la ville de Sar, qui regroupe aussi 15 000 réfugiés. Et nous avons commencé notre première action humanitaire, la distribution d'une aide alimentaire et vestimentaire, puis on a fait donc une aide médicale. Bien sûr, Dignité Internationale se positionne comme une association spécialisée dans l'action médicale, puisqu'après notre retour en France, nous avons commencé toute une campagne de mobilisation de nos donateurs par rapport à cette crise humanitaire, et nous avons eu pas mal d'aide et de soutien de leur part. Malheureusement, c'était au mois de juillet, il y avait la guerre qui a touché en Palestine, et sous pression de nos donateurs, nous avons décidé de partir et d'envoyer 6 médecins chirurgiens urgentistes à Gaza pour soutenir et renforcer les hôpitaux, les structures médicales sur place, bien sûr en partenariat à l'époque, en parfaite coordination avec le CDC, la cellule d'urgence du ministère des Affaires étrangères. Donc nous sommes restés là-bas 51 jours. Nous avons aidé, renforcé les équipes sur place, donc les médecins et les infirmiers en Palestine. Nous avons mis en place un centre médical à Khouza'a, donc le sud-est de Gaza. On a donné des soins, on a distribué gratuitement des médicaments et nous avons clôturé notre mission, cette mission d'urgence, avec un projet qui est cher pour nous. C'est le soutien, l'accompagnement des enfants et des femmes, les enfants et leurs mamans, les enfants traumatisés de la guerre, donc pendant 6 mois. Et depuis, nous avons continué ce travail d'aide
et de soutien à ces populations fragiles qui sont touchées par les guerres, par les conflits, par les catastrophes naturelles. Et à partir de là, nous avons élargi le cercle des pays, surtout vers le Sahel, donc le Mali, le Sénégal, le Niger, le Tchad, la Somalie, Burkina Faso. Et nous avons investi beaucoup d'énergie pour venir en aide. Donc pour résumer, nous avons investi 5 axes à part la santé, donc l'accès à l'eau potable, la sécurité, l'aide et la sécurité alimentaire, le médical, le développement durable et l'enfance. On va y venir dans un instant. On va essayer justement d'évoquer les axes principaux dans lesquels, les domaines principaux dans lesquels vous intervenez. On va juste faire une petite pause, si je puis me permettre l'expression, avec quelques témoignages. Vous allez voir ici notamment des témoignages recueillis par Dignité Internationale. Vous allez le voir notamment en Afrique subsaharienne ou notamment en Palestine. أنا نجلاء قدر محمد المصري من سكان الشيخ رضوان عايش بوضع صحي ومادي واجتماعي سيء للغاية. أنا كل اللي بطلبه إن أولادي يتعشوا قبل ما يناموا ويجوا من المدارس يلاقوا لهم لقمة نظيفة ياكلوها. شفت ابني وبطول في الأغراض، حسيت لما شاف السكر يعني نقول مش شايفه قبل هيك، لأنه بيجي أكتر من أسبوع نفسه في كاسة شاي. ولما رنيتوا علي لحتى الآن نستنى، يعني لو أنتوا اليوم ما جيتوش كانوا الأولاد لحتى الآن ما لقيت بعد إن شاء الله هذا بدهم لسه يفطروا. على الخبز الحاف لهم كم يوم ماشيين. يعني لو أنا بدي ألقط خبيزة من الشارع أطبخها فيش لا غاز ولا في بصلة أشجعها أطبخ الخبيزة فيش. وبارك الله فيهم على جهودهم، وإن شاء الله ربنا بيحسن الحال وبهدي البال يا رب. بتشكر الكرامة الفرنسية بالنسبة للطرد، وبتمنى منهم إنه دايما يخلونا في البال وربنا يقدرهم بالاستمرارية يا رب. De retour sur RTV, le coup de cœur ce soir, Dignité Internationale, avec nous son président Wahid Abbasi. Merci d'être parmi nous, cher Wahid. Quelques chiffres que vous allez pouvoir bien évidemment évoquer. 147 000 repas distribués en un mois, 200 personnes que nous soignons quotidiennement, 1258 forêts ou en cours de forage. 500 kits grand froid distribués aux exilés et sans-abri en France. C'est des chiffres qu'on peut retrouver sur votre site internet. Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, il y a énormément de difficultés, de pauvreté, de l'accès à l'eau. Vous en parliez avant la diffusion de ces quelques témoignages. Exactement. Surtout après 2 ans de pandémie Covid, et ce qui se passe dans le monde, conflit partout au Maghreb, en Afrique, en Asie, l'actuelle guerre en Ukraine, tous ces conflits. En plus de ça, il y a l'aspect écologique qui impacte la vie de ces populations. Donc là, on parle même des réfugiés écologiques suite à des inondations ou des séismes. Donc il y a une multitude de causes qui dégradent la situation des populations, et Dignité Internationale essaye à travers ses équipes, soit en France ou dans les pays d'intervention, d'agir et de soulager la souffrance de ces populations. D'ailleurs, pendant ce mois d'avril, nous avons décidé de distribuer 2 millions de colis alimentaires dans 14 pays à travers le monde, surtout en Afrique et en Asie. Et nos équipes sont mobilisées sur le terrain pour accomplir cette tâche qui est très importante pour ces populations, pour ces familles. Je viens d'arriver de Cambodge pour une mission d'évaluation et surtout d'inauguration et de la mise en place de plusieurs projets humanitaires sur place au Cambodge. Nous avons inauguré 1250 puits forés par nos donateurs depuis 2020. Vous savez, nous avons vécu le Covid à partir du mois de mars, et c'était difficile d'y aller au Cambodge surtout, et c'était pour nous l'occasion pour évaluer, auditer et surtout inaugurer ces 1250 puits
financés par nos donateurs. Voilà, donc la situation est très difficile en parlant de forage des puits. Vous savez, il y a 844 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. La moitié de ce chiffre, ils existent en Afrique subsaharienne surtout. Nous avons lancé des centaines de forages de puits au Tchad, au Mali, au Bénin. On a dépassé les 700 puits en Afrique et je profite de cette occasion pour solliciter, pour sensibiliser vos auditeurs et vos téléspectateurs afin de venir en aide et aider Dignité Internationale à accomplir cette tâche qui est très importante à nos yeux. Pourquoi ? Parce que dans l'absence de l'eau, il n'y a pas que l'eau qui est... le besoin, il n'est pas autour de l'eau comme matière de vie. L'absence de l'eau interdit les enfants, les filles et les garçons d'y aller à l'école parce qu'ils passent un temps fou, 5 heures, 6 heures par jour pour chercher et trouver et ramener l'eau à la maison. Ils mobilisent aussi beaucoup d'énergie des mamans et voilà, donc et en buvant de l'eau sale, ça impacte aussi de la santé. Donc c'est un sujet transversal qui touche et l'éducation des enfants et leur scolarité, il touche la santé des enfants et leur maman, et il touche aussi l'équilibre familial. Donc offrir de l'eau à ces populations, c'est très très important. Donc pour parler de l'eau comme un projet phare, on a trois types de puits. On a des puits, ce qu'on appelle les puits villageois, destinés pour un village, entre 300 et 500 personnes. Nous avons aussi des puits familiaux destinés pour 3, 4, 5 familles au Cambodge. Et nous avons aussi les puits châteaux d'eau destinés pour des grands villages au-delà de 1000 habitants. Et chaque puits, bien sûr, a un budget. Bien sûr, c'est des puits nominatifs. Nos donateurs peuvent donner un nom à ces puits. Et après la réalisation, ils reçoivent bien sûr un rapport complet, donc une fiche technique sur le puits, aussi des photos et des vidéos. D'ailleurs, je crois que c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que les donateurs aujourd'hui, ils ont besoin aussi d'avoir un retour, mais je crois que c'est pas si excessif que ça. C'est quelques petites centaines d'euros, si j'ai bien suivi un peu ce que vous disiez. On est quoi? On est à 500, 600 euros le forage? Au fait, les puits familiaux au Cambodge, ça coûte 370 euros. Donc, avec 370 euros, on peut changer radicalement la situation de ces familles, de ces enfants et de ces filles. En Afrique, un puits complet avec 60 mètres de profondeur, ce qu'on appelle les puits PMH, donc c'est à 1940 euros. Donc, avec 1940 euros, on peut offrir de l'eau à entre 300 à environ 500 personnes d'un village très, très pauvre. Comme vous le dites, c'est la vie. Alors, vous intervenez dans plusieurs domaines, hein, et vous le dites d'ailleurs, un projet eau, offrez-leur un puits. Dans nos pays, l'eau est devenue banalisée. Il suffit d'ouvrir le robinet et l'eau coule à flot. Et ce n'est pas le cas, notamment, vous le disiez, au Tchad, au Mali ou au Cambodge. Peut-être, je vais en citer quelques-uns, mais vous pouvez y revenir. On est en pleine période de Ramadan, donc il y a les colis alimentaires, notamment en donnant, en faisant un don des fidèles musulmans un peu partout dans le monde, notamment au Liban, au Sénégal, par exemple, pourront aussi avoir. Vous parlez aussi de santé en Palestine. Vous parlez d'écologie, c'est aussi un projet qui m'a aussi interpellé, hein, la ferme africaine, en créant des fermes agroécologiques en Afrique pour protéger les sols. Il y a l'urgence malnutrition. Juste un chiffre avant de vous redonner la parole, cher Wahid Abazi. Dans les pays comme le Yémen, plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition extrême, nécessitant un traitement urgent. Voilà les quelques domaines dans lesquels vous intervenez. Vous pouvez réagir et nous expliquer aussi un peu ces différents domaines. Exactement. Au fait, ce que vous avez cité, c'était ce qu'on appelle l'axe aide alimentaire et sécurité alimentaire. Il y a un lien. L'aide alimentaire, on le fait généralement pendant les urgences. En ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons fixé un objectif pour venir en aide et distribuer
2 millions de repas, parce qu'il y a un besoin extrême, il y a de la malnutrition même qui touche des milliers d'enfants. Et pendant ce mois béni, nous avons décidé de distribuer des colis alimentaires. Et nous avons choisi un slogan. Pour nous, cette période de jeûne, c'est une occasion aussi pour partager. C'est un mois de générosité par excellence. Et on a dit, au-delà d'un colis alimentaire, c'est soigner. Pourquoi? Parce qu'au Tchad, comme au Sénégal, comme à Madagascar, les enfants sont touchés par la malnutrition aiguë. Et donc, après leur séjour à l'hôpital pour les accompagner et augmenter leur poids, ben, ils sortent, mais ils sortent dans une famille aussi pauvre, avec des kits thérapeutiques. Et au lieu qu'ils consomment ces kits thérapeutiques, donc les enfants, ses frères et sœurs, les frères et sœurs de ce petit garçon touché par la malnutrition, ils consomment ces kits thérapeutiques. Donc nous, on a dit, voilà, donc la cible, ce sera les familles nécessiteuses, les familles pauvres, mais aussi les familles qui ont des cas de malnutrition. Et donc, au-delà d'un colis alimentaire, on aide à cet enfant à avoir des produits alimentaires pour un mois. Et donc, un colis alimentaire, ça coûte 75 € pendant un mois destiné pour une famille qui est composée de 5 à 7 personnes. En plus de ça, on peut offrir un kit thérapeutique pour les enfants touchés par la malnutrition à la hauteur de 20 €. Bien sûr, l'urgence passe, l'aide alimentaire, on peut le faire, il n'y a pas de souci, mais on souhaite pérenniser cette aide parce que le besoin et les besoins dans le domaine alimentaire, ça ne concerne pas juste un mois de Ramadan par exemple. Au contraire, elle est là, donc l'aide alimentaire, les besoins alimentaires, ils sont là donc, pendant toute l'année. Que faire pour pérenniser et aider ces gens-là à trouver leur autonomie et leur dignité surtout. Donc c'est pour cela que nous avons proposé un projet innovant qui est la ferme africaine. C'est quoi une ferme africaine? C'est tout simplement offrir un hectare de terrain, donc une terre agricole, pour une famille. On regroupe 4 hectares pour 4 familles et on crée une exploitation agricole, ce qu'on appelle la ferme africaine. C'est un concept qui touche pratiquement tous les pays du Sahel, de Sénégal en passant par le Mali, le Niger, le Tchad et en allant vers le Djibouti. C'est la muraille verte, donc c'est un projet institutionnel. On voulait donner un contenu à cette muraille, à ce projet, avec ces fermes africaines. Et pour réaliser plusieurs objectifs. Premièrement, donner de l'autonomisation, l'autonomie alimentaire, la sécurité alimentaire à ces familles, cultiver la terre, enrichir la terre via la production et troisièmement, préserver l'environnement. Et c'est pour cela que nous avons nommé ce projet comme un projet agroécologie. Donc l'agriculture et en même temps l'écologie et la protection de notre environnement, notre planète. Et ainsi, on préserve et on sécurise donc la vie de ces gens-là en créant ce projet d'autonomisation dans le secteur alimentaire. Voilà, globalement, ce projet, c'est un projet qui coûte 9 500 €. Offrir un terrain de1 hectare, plus tous les moyens qu'on peut imaginer, donc un château d'eau pour irriguer les terres et boire aussi, faire l'élevage, faire le maraîchage et planter des arbres fruitiers. Donc c'est tout un écosystème agricole qui va nous permettre premièrement de venir en aide avec des vraies réponses et permettre à ces populations, à ces familles pauvres, avoir les moyens de leur autonomie alimentaire et avoir leur dignité à la suite. Oui. C'est ce qui est beau dans votre projet, ce n'est pas d'apporter une aide instantanée, mais que ça soit pérenne et leur permettre de vivre dignement, dans la dignité, dans leur chemin de vie. Voilà, je voudrais juste rappeler aussi, mais vous pouvez vraiment retrouver tout ça sur le site Dignité Internationale, les aider, contribuer en faisant des dons.
et aussi quelque chose qui m'a aussi ému et frappé, c'est le parrainage orphelin. Prenez en charge un orphelin et rendez-lui son enfance, notamment la construction d'un orphelinat, notamment au Tchad. Mais je vous invite vraiment, vous allez pouvoir retrouver tout ça dans le détail. Un dernier mot, Wahid Abbassi, ce sont vos parents, je crois, qui vous ont transmis ces valeurs de vous donner envie depuis toutes ces années. Je termine toujours par un mot sur la personne que j'invite, puisque vous faites partie de cette équipe. Ce sont vos parents qui vous ont transmis ce chemin de l'humanisme, de l'humanitaire. Exactement. Donc, je dois rendre hommage à mes parents. Vous me donnez la possibilité de témoigner cette reconnaissance envers eux parce que c'était la source des valeurs, la source de toute cette motivation. Depuis mon enfance, ils m'ont appris au respect d'autrui et venir en aide. Et il y avait toujours un mot qui résonne toujours dans ma tête, c'est que faites le bien et oubliez-le. Et tout ce que tu donnes, l'univers et le créateur de l'univers, il va nous le rendre d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est un circuit, c'est un cercle vertueux. Faire le bien, c'est un investissement. Ce n'est pas juste des actions, c'est des valeurs. Nous sommes animés par des valeurs universelles, animés par des valeurs d'entraide, de la générosité, de la solidarité. Et d'ailleurs, même mes études, une partie de mes études, elles sont dans l'humanitaire. Donc c'est un tout. C'est une valeur familiale, donc liée à nos parents, à leur éducation, mais aussi être... vous savez, la réalité, elle est complexe et nous devons négocier avec cette réalité d'une manière à la hauteur de cette complexité. Donc, on essaie d'être utile. Et le hadith que vous avez cité au début de cette émission, les meilleurs des êtres humains est celui qui est utile au service de l'humanité. Et l'humanité, être au service de l'humanité, c'est sur le plan humanitaire, sur le plan éducatif, sur le plan citoyenneté. Et ainsi, avec cette participation active, on réalise notre personnalité, nos principes, nos valeurs et surtout réaliser le bon vivre ensemble. Là où on est, on doit être utile, on doit être un acteur de sa ville, de son pays et de son monde. Merci infiniment. Voilà, comme vous l'avez rappelé, ce hadith, et aussi vous dites clairement, ils ont besoin de votre aide. Faites un don, faites une sadaqa, notamment en cette période de Ramadan, ce mois béni. N'attendez pas, rendez-vous sur le site de Dignité Internationale. Wahid Abbassi, merci d'avoir été avec nous. Sahar Aftorok, merci, bon appétit. Sahar Aftorok, et merci pour cette occasion. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Merci infiniment. Vient de nous rejoindre Inda Djeridi. Bonsoir Inda. Inda, est-ce que vous m'entendez? Alors, Inda, normalement, n'a pas de souci technique. Inda, vous êtes avec nous? On vous a perdu? On vous a perdu, Inda, apparemment. Alors, qu'est-ce que Inda devait nous parler ce soir? Moi, j'ai la chance de n'avoir jamais fumé de ma vie, mais on voulait évoquer avec elle donc l'âme du Ramadan. Inda Djeridi, elle nous invite aussi à retrouver cette chronique. Peut-être que le Ramadan, cette période, vous permet de vous sevrer du tabac. Est-ce qu'on a retrouvé Inda Djeridi? Bon, Inda, ça sera malheureusement pour demain. Ça laissera du suspense aux téléspectateurs, notamment pour les fumeurs ou ceux qui envisagent peut-être un jour de commencer. Abdellah et Jamila et puis Mounir, merci de m'avoir assisté techniquement pour réaliser cette émission. On vous souhaite un bon appétit, prenez soin de vous. On a une pensée pour les personnes qui sont seules, les personnes qui sont malades. Sahaf Torkoum, Sahaf Toronouan, et je vous donne rendez-vous demain avec plaisir sur RTV.